Chaque année, on constate une évolution de leur comportement. Ce que l'on a constaté cette année, c'est que il y a une vraie tendance à avoir un esprit d'entreprise dans le domaine de l'immobilier de prestige. C'est-à-dire qu'on acquiert un bien comme on acquiert une entreprise. Donc on a beaucoup de nos clients aujourd'hui qui investissent dans des villas en bord de mer à Saint-Tropez, à Saint-Barth, dans des chalets à Megève ou dans des stations de montagne et qui le font comme une entreprise. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre des biens où il y a vraiment matière à optimiser. Donc on dépose des permis de construire, on est très imaginatif dans les plans, dans la création. On va prendre des produits évidemment locaux. On va après faire souvent des projets de location saisonnière, très souvent. Donc, on va être encore plus imaginatif que les meilleurs des hôtels. Donc, voilà un petit peu les codes de l'esprit d'entreprise. Donc, effectivement, la plupart de nos clients aujourd'hui reprennent un peu tous ces codes autour de là. Ils agissent avec passion. On parlait encore hier avec Thomas Thomas Ventor sur différents clients qui effectivement ont toujours des projets plus ambitieux les uns que les autres et donc on va retrouver effectivement toutes ces caractéristiques. La transmission, c'est aussi très important pour eux, c'est-à-dire effectivement toujours cette idée de transmettre le bien, c'est-à-dire qu'on est détenteur pour une période donnée, on va au maximum disons optimiser ce bien, le préserver au mieux et on sait qu'on le transmet aux générations futures. Donc effectivement, l'immobilier de prestige, c'est pas simplement la résidence principale, la résidence secondaire, mais également toutes ces activités, c'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de nos clients investissent dans l'hôtellerie, dans les vignobles, dans les chasses, et puis maintenant, effectivement, on le voit, comme je vous le disais, dans l'agriculture. Et au-delà, on a constaté que ce sont des passionnés qui vont constituer de belles collections d'art, qui vont également investir dans le yachting, dans l'aviation privée, dans les voitures de course. L'autre jour, on avait un client qui a pour acheter une maison, il a vendu une Ferrari. Et donc effectivement, on voit bien que tout ça est très lié. Et c'est un peu la vision qu'on a chez Barnes, c'est de pouvoir accompagner nos clients dans tous ces domaines-là, avec des experts dans chaque domaine. Donc c'est pour ça qu'on a un département Barnes Yachting, un département Barnes Art, et effectivement pouvoir leur offrir un accompagnement global. C'est aussi ce qui les intéresse parce que comme ce sont des entrepreneurs, ils sont effectivement très pris et s'ils ont un expert en qui ils ont confiance, c'est effectivement le mieux pour eux. Donc on constate également que dans le domaine du luxe en général, on retrouve tous ces enjeux qui sont les nouvelles caractéristiques des dernières années et tout particulièrement de 2022. Donc on voit notamment dans toutes les marques de luxe cette idée de cycle de vie, recycling, seconde main. Aujourd'hui, toutes les grandes marques ont des services de seconde main. Je parlais avec Richard Mille l'autre jour qui me dit que son département seconde main, puisque maintenant il revend les montres d'occasion, est en train de faire un malheur avec des montres évidemment qui valent plus cher que le prix au départ, le prix neuf. Donc ça, c'est une constatation qu'on fait. Ce sont des domaines d'avenir et on est donc dans un domaine d'avenir puisque dans l'immobilier haut de gamme, on vend principalement des biens qui existent depuis des décennies, voire des siècles, et on les transmet à des propriétaires qui vont les enrichir et les transmettre eux-mêmes à leur tour. Voilà, donc cette étude est faite avec Well6
Et on a constaté cette année que le nombre des UHNWI marque le pas. Alors on constate quand même que depuis 1995, leur nombre n'a cessé de croître. Ils sont à peu près multipliés par 4 en 25 ans. Mais il y a de temps en temps des accidents, comme vous le voyez après la crise de 2008. En 2018, il y en a eu un léger, et puis de nouveau, là, après ces 2-3 crises successives, sanitaires, et maintenant la guerre, qui fait qu'effectivement il y a des pénuries, donc il y a une crise, mais on voit que globalement on est dans un marché en croissance continue, avec des clients qui investissent une grande partie, on va le voir, de leurs actifs dans l'immobilier haut de gamme. Voilà un petit peu la répartition homme-femme qui est effectivement inégale. Cette année, Wellsix a tenu à séparer les hommes des femmes dans leurs statistiques. Donc 76% de self-made, c'est-à-dire d'entrepreneurs. Cette catégorie de personnes se distingue en 3. Les héritiers entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui récupèrent un héritage mais vont l'enrichir, et ceux qui sont des entrepreneurs purs. Donc on voit cette part des entrepreneurs purs qui ne cesse d'augmenter. Au global et en moyenne, elle était de 67% il y a 5 ans, et aujourd'hui on est autour en moyenne, si on fait les hommes et les femmes, on est autour de 74%. Donc ils investissent 6% de leurs actifs dans l'immobilier haut de gamme. Donc ça veut dire qu'on est dans un secteur qui est structurellement en croissance, parce qu'il y a finalement une offre qui reste toujours très tendue et inférieure à la demande, puisqu'une demande qui croît avec cette croissance de cette population, qui en fait suit la croissance de la masse monétaire, puisque à chaque crise, il y a davantage de création monétaire, ce qui fait que ça arrive dans le haut du panier. Donc ça, c'est un petit focus que fait chaque année le Wellsix, qui est sur les milliardaires. Ils étaient 3000 l'année dernière, ils sont 3300 cette année. Donc ils représentent 1% des UHNWI et ils détiennent 27,4% de leur fortune. Donc en tête, toujours les États-Unis et la Chine, qui à eux deux récupèrent la moitié des milliardaires dans le monde. Et on voit la France en 10e position, bien placée aussi. Quelques pays, donc on en parlait, du Moyen-Orient, et en Europe, l'Allemagne en tête. Alors chaque année, donc, on sort le Barnes City Index, c'est-à-dire les 50 villes les plus recherchées pour cette population fortunée. 50 villes les plus recherchées sur la base de 3 critères. Donc les critères pratiques, on investit dans une ville parce qu'il y a de bonnes universités, de bonnes écoles, de bons moyens de transport, une vie économique développée. On investit dans une ville aussi pour des critères affectifs, parce qu'il y a une belle architecture, des belles boutiques de luxe ou autres, qu'on peut y faire du sport, une bonne qualité de vie, et puis également des aspects financiers, parce qu'on va avoir une possibilité de réaliser des plus-values, de réaliser des bons investissements. Donc dans ce contexte, cette année, qu'est-ce qu'on constate? Alors on constate déjà qu'il y a des villes qui figuraient l'année dernière qui n'y sont plus, c'est ce qu'on appelle les sortants. Donc forcément Moscou et Saint-Pétersbourg qui étaient des villes vraiment internationales où commençaient à avoir une grosse population d'Europe de l'Est, sont sortis du palmarès pour les raisons qu'on connaît. San Francisco, c'est intéressant aux États-Unis de voir que San Francisco, qui était quand même une ville très cotée il y a quelques années,
par une mauvaise gestion apparemment des équipes municipales, beaucoup d'insécurité, est une ville qui est sortie du top 50. Et puis après, beaucoup de villes d'Asie sont sorties pour les raisons aussi qu'on connaît, des raisons politiques, puisque la Chine a été quasiment fermée ces 2-3 dernières années. Et Vancouver au Canada, qui est une ville qui vivait principalement grâce aux Chinois et qui tout d'un coup s'est trouvée privée de cette manne. Donc dans le top 10, on va revenir sur les 5 premiers. Je vais y revenir plus en détail, mais on constate qu'il y a effectivement 5 villes européennes avec Paris naturellement, Londres, Genève, Madrid et Milan. On voit que Milan passe de la 45e place à la 10e place. Donc on voit que l'Italie en ce moment a le vent en poupe avec Rome qui est juste en dessous, qui est une ville très intéressante. Et on voit enfin des nouveaux entrants. Alors, nouveaux entrants à Athènes, Tel Aviv et quelques villes du Moyen-Orient qui revient en force, qui était sorti à toute la période des attentats et autres, et qui revient maintenant avec Doha, Abu Dhabi, et une nouvelle ville italienne. Donc on va reprendre maintenant le top 5, c'est-à-dire Paris, Miami, New York, Austin, Dubaï. Alors, on ne va pas aller sur chaque ville en détail, mais je pense que vous êtes intéressés par Paris. Alors pourquoi Paris en première position? Paris, c'est effectivement la ville en Europe la plus internationale avec Londres. Longtemps, en tête du palmarès, vous aviez Londres, New York et Hong Kong qui se battaient pour les marches du podium. Et finalement, ce sont 3 villes qui ont subi, avec les crises de ces dernières années, des forts revers. Que ce soit Hong Kong avec les crises sociales et puis ensuite les politiques qui ont décidé de reléguer un peu Hong Kong, les politiques en Chine qui ont décidé de reléguer Hong Kong après d'autres villes. Et puis New York, on va y revenir avec la crise sanitaire. Donc finalement, en Europe, avec Londres qui subit des petites difficultés avec le Brexit et autres, Paris est passé en tête. Et a fait une très belle année 2022. On a franchi à plusieurs reprises la barre des 30 000, 40 000 euros le mètre carré dans les coins les plus recherchés de Paris, comme le parc Monceau, le Champ de Mars, tout ce qui est vue sur Seine. Et des quartiers comme le Marais et Saint-Germain-des-Prés qui sont très, très en vogue. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus à Paris de mauvais quartiers. Il y a tous les quartiers sont prisés. Le 19e, le 20e. On a récemment donc ouvert, nous, un bureau dans le 12e. On ne l'aurait peut-être pas fait il y a 10 ans. Et effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus de quartier bas de gamme à Paris. On est plus ou moins avec un prix de départ de 10 000 euros le mètre carré dans la plupart des quartiers. Alors, ce qui est extrêmement recherché, notamment parce que la clientèle internationale est revenue depuis 2 ans à Paris et tout particulièrement en 2022, ce qui est recherché, c'est les biens clés en main. On sait aujourd'hui que les travaux avec les récentes périodes d'inflation et autres sont un vrai challenge, et donc des produits clés en main, meublés et de grande qualité dans les bons emplacements sont évidemment très, très recherchés et valorisés et peuvent effectivement partir à des prix. C'est ce type de biens qui partent autour de 30 000 euros le mètre carré. Donc au niveau de la clientèle internationale, donc un retour des Américains, mais la force de Paris, c'est une vraie ville internationale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule nationalité. Il y a toujours eu traditionnellement une grosse clientèle du Moyen-Orient, il y a des Moyen-Orient en sens large, il y a aussi beaucoup de Libanais, Israéliens, il y a enfin une grosse clientèle européenne, Italiens, Allemands et Britanniques qui ont toujours été présents.
Et enfin, on voit le retour des Américains. Les Chinois ne sont plus là pour l'instant, mais ils étaient venus il y a quelques années. Les Russes ont été remplacés par les Ukrainiens, donc énormément de ventes aux Ukrainiens. Alors plus sur la Côte d'Azur qu'à Paris, mais on a fait au moins 5 ou 6 belles ventes à des Ukrainiens. Donc ça, c'est intéressant de voir quels ont été les marchés, les marchés qui ont le plus évolué. Donc on voit ce créneau des biens entre 2,5 millions et 5 millions d'euros qui ont le plus augmenté. Et ça, c'est notre évolution de nombre de ventes d'une année sur l'autre. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a regardé un peu le stock des biens à la vente. Et le stock des biens à la vente à Paris, on a repris, si vous voulez, tout ce qui se diffuse sur les portails et on constate que par rapport à l'année dernière, il y a une évolution des stocks en hausse. Nous, à notre niveau, on est à périmètre constant parce qu'on a ouvert plusieurs nouvelles agences, donc c'est pour ça que le 45% n'est pas très parlant. À périmètre constant, on est à 25% d'augmentation de nos stocks. Donc à Paris, ce qui veut aussi dire que malgré un marché que je vous dépeins un peu comme euphorique, c'est pas si euphorique que ça non plus, parce que des acquéreurs aujourd'hui commencent, je dirais, à se poser quelques questions. Il y a eu des refus de prêt, ce que nous, on ne vivait pas avant dans notre créneau. On a aujourd'hui 5% des promesses de vente depuis 3 mois qui n'aboutissent pas pour des refus de prêt liés au taux d'usure. Donc ça, c'est vraiment un nouveau phénomène, ce qui veut dire qu'on sent que probablement 2023 devrait être un palier, après alors un palier qui est un peu salutaire pour nous, parce que ça fait 7 ans que les prix montent. Entre 2015 et 2022, ils n'ont cessé de monter, plus ou moins entre 7 et 10% par an chaque année. Donc il était peut-être temps là de faire une pause. Et on sent que peut-être 2023 va être l'année de la pause, puisque avec cette augmentation des stocks, avec cette hésitation de nos acquéreurs qui ne sont plus prêts à monter à certains prix, on voit qu'on est probablement à un palier sur 2023. Voilà quelques exemples de biens vendus. Donc ici, un vendeur franco-américain, un client acquéreur. On voit effectivement sur les prix qu'on est sur des prix assez élevés. Là, je pense qu'on est pas loin de 27 000 euros du mètre carré pour cet appartement rue du Bac. Avenue Henri-Martin, donc dans le 16e, là vous avez un peu moins de 20 000 euros du mètre carré pour cette petite maison avec un petit jardin. Et là, on voit aussi que sur des gros prix, ça c'est intéressant parce que traditionnellement à Paris, tout ce qui était au-dessus de 5-6 millions d'euros, on était plutôt 80% clientèle internationale. Et aujourd'hui, on est 50-50. Donc aujourd'hui, tout ce qui est au-dessus de... On va fixer maintenant la barre des biens d'exception plutôt à 6 millions d'euros. Donc tout ce qui est au-dessus de 6 millions d'euros, on est à 50% une clientèle internationale, 50% une clientèle française. Et donc là, on a un bel exemple d'une maison vendue à 10,7 millions à un Français qui est dans la tech. Mais on a fait également plusieurs ventes à des Français, une à 20, une à 30 millions, ce qui ne nous arrivait pas avant puisque c'était plutôt des étrangers. Donc en deuxième position de ce palmarès, on a Miami, comme en quatrième position Austin. Ça, c'est deux villes qu'on appelle un peu villes du futur aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a eu, avec cette crise sanitaire, un vrai déplacement des populations qui sont venues se réfugier au départ pour quelques mois à Miami ou à Austin et qui ont découvert qu'il y faisait beau toute l'année, que l'immobilier y était 2 fois moins cher qu'à New York, puisque beaucoup sont arrivés de New York ou de Boston. Et donc, ils y sont finalement, pour grand nombre d'entre eux, ils y sont restés. Et ça, c'est un vrai phénomène. On voit aujourd'hui une population beaucoup plus jeune qui s'installe à Miami avec beaucoup d'entreprises de la tech. Et donc une région vraiment très demandée, en hausse.
Les prix ont pris pas loin de 50% en 3 ans. Donc il y avait un rattrapage à faire et là on voit qu'effectivement on est vraiment dans quelque chose de recherché. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui à Miami, Miami a souvent été cyclique avec des montées, des descentes, etc. Là, on sent que Miami a atteint un certain statut, c'est-à-dire qu'autrefois, il y avait quand même toujours cette compétition entre New York, qui était la ville où il y avait de la culture, et Miami, il n'y en avait aucune. Et là, aujourd'hui, on constate que Miami a atteint un statut de ville un peu plus qualitative à tout niveau, avec effectivement une belle offre culturelle. Et probablement qu'on est arrivé sur quelque chose d'un peu plus sûr et qu'il y aura moins ces chutes de prix qu'on a connues avant. En tout cas, là, on a encore, je dirais, des prix qui restent inférieurs à New York, mais qui effectivement sont assez élevés pour naturellement tous ces prix qu'on vous indique, 30 000, 14 000, c'est pour la grande qualité. Hein, c'est pour, je ne dirais pas le bien d'exception non plus, mais c'est pour des biens de grande qualité. Voilà un exemple d'un bien vendu 38 millions à un Américain, à un Colombien. Donc ça le phénomène Amérique du Sud, il est très présent. 80% de la population sur Miami et dans certaines communes proches de Miami comme Key Biscayne sont sud-américains. Miami est la capitale, on dit souvent la capitale de l'Amérique du Sud. Beaucoup de sièges sociaux de grosses sociétés d'Amérique du Sud sont basés à Miami et d'où effectivement de très belles ventes à des Colombiens, des Vénézuéliens, des Argentins, des Brésiliens. Voilà, donc tout ça, c'est une réalité aussi en Amérique du Sud. Les Français représentent 60 à 70 000 personnes à Miami. Les Espagnols sont la première communauté européenne avec 250 000 Espagnols installés à Miami. Donc là, une maison vendue à un Français à 16 millions à Indian Creek. Donc vous voyez, on a quand même des très belles maisons. Là, on n'en voit qu'un bout parce qu'elle est très grande, effectivement. Et elle est donc à Miami Beach, sur l'eau. Alors il y a ces valeurs sûres comme Paris et New York. Et puis il y a ces villes nouvelles, ces villes du futur, comme Miami, Austin et Dubaï. Donc c'est intéressant, effectivement. Dubaï, c'est un vrai phénomène qui n'est pas nouveau cette année. Hein. Ça fait déjà 30 ans que cette ville explose avec énormément de constructions neuves et une grosse population, une population qui croît de 5% par an. Là, ce que j'ai constaté en y allant il y a quelques mois, il y a 1 mois et demi, alors que j'y étais allé la fois d'avant, il y a 7 ans, c'est que ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on a une ville extrêmement dynamique avec une population très jeune. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs ou de sièges sociaux d'entreprises qui se développent. Notamment, j'ai rencontré le patron de Paris Society, qui est une société qui a une trentaine de restaurants à Paris, qui a été racheté par Accor, avec là une main-d'œuvre jeune, extrêmement dynamique, beaucoup de compétences. Et donc ça, c'est une main-d'œuvre très qualifiée. Donc ça, c'est une des particularités de Dubaï. Alors j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux. Ils se sentent bien à Dubaï parce que 95% de la population est expatriée. Donc pour un expatrié arriver dans une ville où il n'y a que des expatriés, c'est le meilleur moyen de s'intégrer très rapidement, puisque une vie sociale très riche, ont beaucoup de clubs, beaucoup d'endroits faits pour échanger. Donc c'est une ville qui connaît un très grand dynamisme. Et puis, cerise sur le gâteau, il n'y a pas d'impôt. Donc généralement, on y est payé grâce aux charges sociales qui sont quasi inexistantes. On y est payé en moyenne 2 à 3 fois
les salaires de la France et on ne paye pas d'impôts en plus. Donc c'est vrai que beaucoup ont découvert ça et c'est ce qui fait aussi un vrai dynamisme. Donc sur l'immobilier, comme vous le voyez, un immobilier qui est en pleine croissance, 14 000 projets actuellement en construction à Dubaï. Alors quand on dit 14 000, c'est de la maison individuelle à l'immeuble de 50 étages. Mais on voit qu'il y a effectivement énormément de promoteurs qui investissent dans des immeubles qui sont des immeubles plus sophistiqués ou modernes les uns que les autres, avec tous les services qui sont offerts à leurs résidents. Donc voilà, donc clientèle, comme je vous le disais, jeune et dans tous les domaines. Donc moi j'ai rencontré en 3 jours effectivement des expats. J'ai coutume de dire qu'à Dubaï on y vient pour 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Et donc j'ai effectivement rencontré beaucoup d'expats qui, certains, ils sont le plus que j'ai vu, c'est des personnes qui sont là depuis 10 ans, mais de nombreux qui sont là depuis 2, 3 ans, 5 ans, et la plupart, effectivement, sont assez contents. Bon, disent qu'il faut bouger de temps en temps, surtout l'été, parce qu'il fait une chaleur impressionnante. Voilà, donc au-delà de ces villes internationales, dans le Barnes Global Property Handbook, on étudie les top 5 des destinations bord de mer et les top 5 des destinations montagne. Donc, bord de mer cette année, donc le champion toute catégorie, c'est Saint-Barth, qu'on appelle aussi le Monaco des Caraïbes. Donc le droit d'entrée à Saint-Barth, c'est maintenant droit d'entrée pour avoir une maison vue mer avec, on va dire, 2 chambres. Donc une petite maison vue mer, c'est autour de 5 millions d'euros. Et effectivement, il y a là la plus belle clientèle des UHNWI. Comme c'est petit, effectivement, forcément, les prix montent rapidement. Un appartement à Gustavia, qui est la plus grande ville de Saint-Barth, se négocie, avec vue mer, se négocie entre 40 et 50 000 euros du mètre carré. Voilà, aux États-Unis, on dit souvent que les 3 destinations les plus prisées dans le monde, c'est Saint-Barth, les Hamptons et Aspen au sport d'hiver. Donc Saint-Barth, c'est là où c'est là où entre Noël et Jour de l'An, vous avez la plus grosse concentration de yachts au monde. Et Aspen, c'est là où vous avez la plus grosse concentration de jets entre Noël et Jour de l'An. Donc les Hamptons également, la Côte d'Azur, donc on voit que forcément la Côte d'Azur sort bien également de son épingle du jeu. Après cette crise sanitaire, on a vu une vraie explosion de la côte atlantique et la Côte d'Azur, effectivement, qui était déjà une valeur sûre, s'est renforcée. Voilà, on voit également des nouvelles destinations qui existent depuis longtemps, mais qui commencent à être repérées par la population fortunée, comme Guanacaste à Costa Rica. Et puis l'île Maurice qui revient après avoir eu quelques difficultés pendant la période Covid, parce qu'ils ont été un peu fermés au tourisme, mais reviennent en force cette année. Voilà, donc sur la Côte d'Azur, écoutez, c'est toujours Saint-Tropez qui a le vent en poupe aussi, avec là une augmentation d'à peu près 30% des prix sur 3 ans. Une clientèle très internationale, là on va retrouver un peu la situation de Paris, avec une clientèle européenne, américaine. Les Américains sont revenus, et des demandes sur des maisons de plus en plus grosses, parce que aussi le phénomène des familles recomposées, donc une vraie demande de nombre de chambres. Aujourd'hui, cette clientèle va chercher plutôt 6, 7 chambres que 3, 4. Voilà un exemple d'une maison justement avec 7 chambres, vendue 7,5 millions donc à Saint-Tropez. Voilà, là aussi français. Et puis il y a Cannes et l'arrière-pays cannois. Donc c'est vrai que des villes comme Mougins, comme Valbonne, où nous sommes implantés,
ont connu un vrai regain d'intérêt avec des propriétés plus importantes, beaucoup plus de terrain et une grande tranquillité. Donc vous avez toutes ces villes situées dans l'arrière-pays avec beaucoup de demandes sur des belles maisons, on va dire entre 1,5 million et 5 millions d'euros. Voilà les prix moyens au mètre carré. Voilà, donc une clientèle là aussi française, mais aussi internationale. Et un exemple de vente à Cannes sur une maison de 12 chambres cette fois-ci. Oui. Donc avec un acquéreur et un vendeur qui sont étrangers. Là, une propriété à Mougins. Donc aujourd'hui, on est souvent dans des propriétés anciennes, mais il y a de belles rénovations récentes qui se font dans ces propriétés. Voilà, donc le top 5 des destinations montagne. Donc Whistler Whitcomb au Canada, qui est en tête cette année, et les Alpes françaises, les Alpes suisses, et puis le Colorado de manière générale aux États-Unis avec des villes comme Aspen et Vail, et enfin le Japon avec Niseko. Niseko qui est une station qui est très cotée au Japon parce qu'il y a une neige impressionnante toute l'année. Et donc avec beaucoup de poudreuse. Donc là on va faire un petit focus sur les Alpes françaises, mais effectivement se battent toujours en duel dans ce palmarès les Alpes françaises et les Alpes suisses. Les Alpes suisses, c'est principalement Verbier, Gstaad et Crans-Montana, mais également Zermatt qui ont le vent en poupe, tandis que les Alpes françaises, on a donc Megève, Courchevel, Méribel et Val d'Isère dans une moindre mesure. Megève a vraiment connu un fort développement ces 3 dernières années. Les prix y ont pris 30% en 3 ans. Donc on y vit toute l'année, c'est un vrai village de montagne, donc beaucoup d'installations de personnes dans ce qu'on appelle nous la résidence semi-secondaire, donc avec donc des parties de Megève qui sont très cotées comme le Mont d'Arbois, mais également le centre-ville. Et là, on est sur un exemple de vente qui s'est fait à 7 millions. Beaucoup de maisons de caractère, de chalets de caractère comme ça, mais il y a également beaucoup de fermes rénovées à Megève et c'est ce qui en fait sa caractéristique. Chamonix également, une ville à la montagne, donc assez recherchée, avec là un exemple de vente, de belle vente qui a été fait à un client allemand. Voilà, donc là aussi on voit toujours que ces destinations sont tirées par la clientèle internationale. Et là, intéressant de voir, vous voyez, sociétés françaises, parce que de plus en plus de ces biens sont acquis soit par des sociétés qui vont faire de la location saisonnière haut de gamme, soit par des fonds. Donc ça, c'est aussi une vraie évolution de ces dernières années. C'est qu'on n'est plus sur la résidence secondaire où on va venir plusieurs mois par an et qu'on ne va jamais louer. On est plus sur un projet de location saisonnière qu'on va peut-être nous-mêmes utiliser 1 à 2 semaines par an. Mais donc c'est ce que je disais au début, c'est plus un projet professionnel. Voilà, donc Courchevel, évidemment, on ne peut pas parler des Alpes sans parler de Courchevel et de Méribel. Courchevel qui a un peu marqué le pas depuis 3-4 ans avec le départ de la clientèle russe qui avait emmené un peu les prix vers des sommets. Donc on est un peu dans ce marché comme à New York où il y a beaucoup moins de transactions parce qu'on a des vendeurs qui n'ont pas forcément besoin de vendre. Mais qui ne veulent pas baisser les prix. Donc les prix ne chutent pas, mais une vraie chute des transactions à Courchevel,
Et ça, c'est plutôt le quartier des Menuires. Donc effectivement, c'est les Trois-Vallées, mais c'est pas Courchevel. Et effectivement, c'est beaucoup plus économique. On y a ouvert une agence récemment. Donc ça, c'est une vente qu'on y a fait. C'est effectivement, ça permet d'être plus abordable. Mais après, je pense que Gérald nous parlera des Portes du Soleil où on vient d'ouvrir, qui est également une belle alternative et que je trouve très intéressant parce que c'est un peu Megève à prix plus abordable et peut-être le Megève du futur. Donc c'est intéressant. Voilà, donc Méribel, et voilà un exemple de programme que nous avons en commercialisation et qui est parti très bien puisqu'on est, vous voyez, sur des prix au-delà de 25 000 euros du mètre pour ces bureaux. Voilà, destination à suivre, on va donc voir très, très vite Londres, vous dire que Londres est toujours très prisé, aujourd'hui à la 7e position du palmarès. Mais effectivement, il y a eu énormément de clientèle européenne qui est partie de Londres ou qui, en tout cas, a allégé ses positions sur Londres. Donc on est un peu dans un passage où la clientèle britannique revient à Londres et la clientèle internationale commence à se réduire un petit peu. Avec là aussi les Français qui ont allégé un peu leur position sur Londres. On a vu arriver beaucoup de Français de Londres à Paris ces dernières années. Voilà donc un exemple de vente qui s'est fait à Londres. On reste quand même, malgré ce réajustement, on reste quand même à peu près, je dirais, 1,5 fois, 50% plus cher qu'à Paris à Londres. Bruxelles, voilà, je passe très vite sur Bruxelles, qui est une ville effectivement qui suit un peu le marché parisien. Et je vais donner la parole donc à Gérald pour Lyon. Merci Thibault de Saint-Vincent, Yann Rousseau pour cette présentation très complète. Un joli tour du monde de l'immobilier. Bonjour, moi je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous partager une note conjoncturelle sur Lyon et particulièrement les chiffres de Barnes-Lyon. Et effectivement, c'est bien au cours de l'été que les facteurs structurels d'inflation ont été renforcés et aggravés par la crise ukrainienne, les prêts immobiliers, étant plus encadrés notamment par l'obligation faite aux banques de ne pas accorder de prêts au-dessus de 35% d'endettement, a contraint les ménages à libérer beaucoup plus d'apports. Et chez Barnes Lyon, depuis le 1er septembre, 64% des ventes se sont faites en paiement cash. Donc là, c'est vraiment, effectivement, quelque chose de très nouveau. Les indicateurs mesurés par Barnes Lyon en 2022 traduisent vraiment l'envie de déménager et que cette envie, elle est toujours là. Et que l'offre est aussi très conséquente et on verra tout à l'heure que les volumes ont été aussi importants qu'en 2021. Il s'agit bien sur Lyon de... Oups, je ne dois pas utiliser le bon bouton. Pardon. Il s'agit bien sur Lyon d'acquéreurs utilisateurs et non pas d'investisseurs. On le verra également, c'est une ville qui est extrêmement stable au niveau des utilisateurs. Voilà. Et nous constaterons effectivement, tout garde ensemble, ce qui a pu se passer sur les volumes. Donc là, on voit très clairement ici que nous avons encore cette année vendu pour 160 millions d'euros d'immobilier sur Lyon. Et c'est quasiment équivalent à l'année 2021. Le rythme est resté vraiment très, très soutenu, avec 2,4 ventes, avec une vente tous les 2,4 jours. Alors comment on l'explique aujourd'hui? C'est avant tout l'attractivité de notre ville qui aujourd'hui est réellement reconnue. On a des investissements en tertiaire qui ont été très soutenus et on a un très bel accueil aujourd'hui des entreprises.
On a également un podium puisqu'on est reconnu pour être la 3e ville en qualité de vie et on l'entend dans la bouche de nos clients, ce qui a fait arriver les gens sur Lyon, c'est effectivement la qualité de vie et ce qui fait rester les Lyonnais à Lyon, c'est aussi la qualité de vie. On est le 2e bassin d'emploi aujourd'hui en France et le 2e plus gros budget en faveur de la transition climat. Donc tous ces facteurs amènent à nous dire qu'on conforte également ces volumes de vente grâce à tous ces indicateurs. Et nos dirigeants l'ont bien compris, ils misent sur Lyon aujourd'hui et ils sollicitent évidemment Barnes-Lyon. Pour vous parler de la sollicitation, on a reçu cette année 1960 demandes d'acquéreurs-vendeurs, ce qui représente quand même 164 demandes par mois pour acheter ou vendre un bien par notre intermédiaire. Et on a reçu également 971 sollicitations, ce qui représente 81 demandes par mois en location. Donc on voit que ce marché-là est également un marché qui est en train de prendre et que beaucoup de gens arrivent aujourd'hui sur Lyon. Alors évidemment, les délais de vente, vous voyez, se sont légèrement allongés. Alors 18 jours, ce n'est pas non plus une grosse inquiétude. Ceci étant, on l'explique et on verra quelques indicateurs tout à l'heure, c'est plus sur les maisons. Sur les appartements, on a eu un délai de vente qui était extrêmement court et sur les maisons, ça s'est un petit peu augmenté. Au niveau du stock, on a exactement la même chose, c'est très linéaire. On est toujours entre 110 et 120 biens qui sont proposés à la vente chez Barnes-Lyon. Malgré ce rythme de vente, malgré ces nombreuses ventes, on arrive effectivement à continuer à offrir une belle offre à nos clients. Alors, les volumes des maisons, on est revenu sur quelque chose d'avant Covid. Toute cette précipitation à quitter les centres-villes sur l'ère Covid 2020-2021, eh bien, on est revenu sur ces volumes de 2019. Et finalement, les gens qui avaient peut-être fui ces centres-villes avec ce fameux microbe Covid. On se rend compte au niveau des appartements que sur l'année 2020-2021, il y avait déjà eu une forte croissance de volume des ventes et cette croissance s'est encore confirmée et accentuée sur cette année 2022 puisqu'on enregistre plus 12% de ventes d'appartements chez Barnes-Lyon. Donc on est vraiment aujourd'hui sur des rythmes extrêmement soutenus. Ce qu'il faut comprendre également sur la répartition des volumes, c'est que nous vendons aujourd'hui en copropriété, 62% de nos volumes de vente sont sur la copropriété, donc 38% sur la maison. On peut regarder l'évolution des prix, donc les statistiques sur le tout segment aujourd'hui parlent d'un prix médian à Lyon de 5 050 € du mètre carré. Sur Lyon, chez Barnes, on observait déjà l'année dernière un prix médian à 6 966 € et cette année à 6 973 €. Alors j'aime bien parler sur des prix médians parce que c'est assez représentatif du prix. C'est vrai que nos moyennes sont plus hautes, mais les moyennes sont toujours tirées par les biens de prestige, les biens d'exception. On vous les présentera tout à l'heure, mais ça peut déstabiliser le prix moyen et pas forcément très représentatif. Donc le constat est clair, c'est vraiment aujourd'hui le segment du standing, il est quand même 40% plus cher que le tout segment. Donc on voit vraiment entre ces 5 000 € et ces 7 000 € du mètre carré. Par contre, ce que l'on constate, c'est que c'est extrêmement stable. Cela fait 3 ans qu'on a exactement le même prix médian, autour de 7 000 €. Donc ça, c'est intéressant et ça montre effectivement un marché qui est fort, un marché qui est stable vers le haut, comme le disait tout à l'heure Thibaut de Saint-Vincent. Depuis 2016, on observe une montée des prix à Lyon qui aussi, suivant les secteurs, entre 7 et 11% par an. 5 années successives, ce qui représente entre 44% et 60% d'augmentation des prix, c'était quand même très fort, très lourd aussi à pouvoir financer ces acquisitions. Donc depuis 3 ans, on observe au niveau du logement, de l'appartement, un prix médian très stable. À ces prix-là, pour avoir un produit prestige, très haut de gamme, on peut parler de temps en temps de biens de luxe, il faut encore ajouter 30%.
Il faut ajouter encore 30%. Souvent, les gens qui possèdent un très beau bien, bien placé, dans Lyon, ont beaucoup de mal à admettre que leur appartement puisse être estimé à 7 000 € du mètre carré, alors que le voisin a vendu 10 000. Sauf que le voisin, il est au dernier étage, il a une très belle vue, il a peut-être une terrasse, et qu'en plus, il a fait venir un architecte sur lequel il a fait beaucoup de sur-mesure. Et là, ça fait toute la différence. On a vraiment un écart fondamental entre le standing et le très grand standing, et c'est 30% sur les prix. Ça nous a permis, et on verra cet exemple aussi tout à l'heure, de vendre un appartement dans le 5e avec vue et terrasse à près de 15 000 € du mètre carré sur Lyon 5e. Ici, on va regarder un petit focus sur les maisons. Lyon, au niveau national, est toujours dans le top 5 des villes les plus chères de France. Sur les appartements, on est deuxième ville la plus chère de France après Paris. Dans les maisons, on est plutôt dans le top 5. Et on voit que le prix médian à Lyon est de 490 000 €. Celui de Barnes en 2021 était à 1 120 000 et en 2022 est monté à 1 250 000 €. Donc on voit que le positionnement de Barnes et la qualité des biens qui sont présentés, c'est encore une évolution des prix vers le haut, puisque c'est 11,6% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Donc là, il y a un vrai attrait. On a parlé tout à l'heure d'un tassement de la demande avec un retour à la normale. Par contre, les prix continuent d'augmenter sur les beaux sujets et sur les très belles maisons. Ce qu'on note ici, l'écart entre le tout segment et le segment haut de gamme, c'est quand même x3. Donc il y a un vrai écart de prix et très significatif. Alors, qui sont nos acheteurs? Nos acheteurs ont en moyenne 47 ans. Ils ont pour 92% des cas achetés en tant que personne physique et seulement 8% en société. Ils achètent à deux à 64% des cas et ils sont en provenance du Rhône. Là, il y a une petite erreur sur le slide. Ils sont en provenance du Rhône pour 67% exactement. Donc on voit que les Lyonnais aujourd'hui ont vraiment aussi continué à investir de plus en plus dans leur ville et acheter malgré la hausse des prix. Il n'y a pas de nostalgie ou de fuite des Lyonnais. On attire les Parisiens de plus en plus chaque année. Aujourd'hui, c'est 12% de nos acquéreurs, 14% sont du reste de la France et 7% arrivent de l'étranger. Ça, c'est assez stable au niveau des étrangers sur la ville de Lyon. Alors, la mécanique que l'on observe sur le fait que les Lyonnais achètent et ce taux augmente, c'est tout simplement par la mécanique de l'achat-revente. Puisque leur bien a largement augmenté depuis 5 ans, ils sont en capacité de se positionner sur des produits de plus en plus haut de gamme et de mieux en mieux finis. Les clients en provenance de l'Île-de-France ne rencontrent pas de difficultés avec notre hausse des prix. Et c'est vrai que les clients du reste de la France, quelquefois, arrivent à Lyon en nous disant « on ne pensait pas et on ne savait pas qu'aujourd'hui les prix étaient aussi élevés ». Donc c'est intéressant de voir aussi que c'est un marché de particuliers, que ce n'est pas un marché d'investisseurs. Ça veut dire qu'on a bien pris conscience que l'immobilier aujourd'hui, on parle vraiment de pierre coffre-fort et que c'est une valeur sûre et qu'on vient se loger bien sûr, mais qu'on vient aussi investir dans des villes dans lesquelles les bassins d'emploi sont forts et à des prix qui restent quand même aussi accessibles par rapport aux grandes villes européennes. Ici, on va effectivement parler du bon prix de commercialisation. C'est souvent un sujet qui fait débat avec nos clients. Nous avons chez Barnes-Lyon une méthode de travail qui est commune aux 28 consultants qui exercent ce métier sur l'ensemble du Rhône. Et on prend en compte avant tout des facteurs physiques, des facteurs juridiques et des facteurs économiques. C'est-à-dire que les prix qui sont donnés à nos clients ne sont pas des estimations, ne sont pas des valeurs qui sont ressenties par nos consultants. Ce sont vraiment des avis de valeur fondés sur une vraie méthodologie et on va tenir compte évidemment de la qualité de la construction, de l'architecture, de l'équipement, de l'isolation, le sur-mesure dont je vous parlais tout à l'heure et puis aussi aujourd'hui la situation, la qualité du bâti sur le thermique, c'est quelque chose qui sensibilise énormément nos clients aujourd'hui. Le droit d'occupation, évidemment, les biens vides et les biens occupés ne
se vendent pas au même prix, vous vous en doutez, lorsque l'on fait un bien d'investissement, le revenu locatif. Donc tous ces critères sont vraiment des critères extrêmement fiables et ça nous permet aujourd'hui de faire un constat qui est très important. Je vois qu'il y a quelques établissements bancaires qui sont présents aujourd'hui. C'est qu'entre nos avis de valeur et le prix réellement vendu, il y a seulement un écart de 4,7%. Donc on est très proche de la réalité sur l'ensemble de nos ventes. Et on a vraiment pour habitude chez Barnes de dire à nos clients que nous fondons nos avis de valeur sur des valeurs réelles, des valeurs comparatives, avec des pourcentages, des pondérations qui sont issus des méthodes d'experts. Et ça permet de restituer quelque chose d'extrêmement fiable. Donc on a vraiment aujourd'hui un écart moyen qui est extrêmement correct. On va parler du bon délai de vente. Qu'est-ce qu'un bon délai de vente? Aujourd'hui, sur le Rhône, 69% de nos ventes se font dans les 90 premiers jours de la commercialisation. Et on constate également que 37% de nos ventes se font dans le premier mois. Donc ce qui est extrêmement rapide. Cet indicateur, ce premier indicateur, et toujours, ce n'est pas une question de prix intéressant, il est question de prix de biens rares, il est question de biens uniques, il est question de biens extrêmement bien entretenus, soignés, des belles opportunités. Et on voit bien que ce bien, à ce moment-là, n'a pas fait l'objet de comparaison réelle. Il n'a peut-être pas mis en concurrence par d'autres sujets, et donc il part très très vite. Les 31% de gens qui ne vendent pas dans les 90 premiers jours sont malheureusement ceux qui n'ont pas entendu nos avis de valeur, ceux qui ont plutôt fondé l'espoir sur une hausse encore, une énième hausse des prix de l'immobilier, alors que finalement on est plutôt dans un marché stagnant et il n'y a rien à faire. Nos acquéreurs sont très bien renseignés, sont très bien documentés, sont très bien accompagnés et ils n'achèteront pas plus cher que le prix réel du marché. Donc c'est pour ça qu'on restitue ce type d'avis de valeur aujourd'hui. Alors, au niveau de la location, c'est vrai que c'est un sujet qui monte aujourd'hui sur Lyon. Beaucoup de clients arrivent avec des opportunités professionnelles qui n'ont pas forcément été planifiées et donc il n'y a pas eu le temps d'observer le marché et donc ils arrivent plutôt sur un marché de la location. Et là, on note qu'il y a moins d'écart entre les arrondissements qu'au niveau des ventes. C'est beaucoup plus homogène. Et on voit également que nous avons, sur ces dernières années, défendu à peu près le même prix pour nos bailleurs. On était en 2020 à 22 € du mètre carré, 23 € en 2021 et 22 € en 2022. Donc c'est un marché aussi qui est stable, comme pour la vente, qui est assez fiable et on ne pourra pas effectivement ignorer l'encadrement des loyers. Alors au niveau des locations, on a 89% d'appartements, 11% de maisons sur Lyon et on a à peu près les mêmes proportions, 85% sont des Lyonnais et 15% sont sur le reste du Rhône en location. Alors effectivement, je tenais à vous rappeler cet encadrement des loyers. Souvent, il y a une confusion. L'encadrement des loyers ne concerne pas la métropole. L'encadrement des loyers concerne uniquement la ville de Lyon et la ville de Villeurbanne. Donc c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est dans la tête des gens, mais on n'est pas du tout concerné sur l'ensemble du Rhône. Au niveau de l'encadrement, voilà ce qui est proposé. Alors pourquoi j'ai mis un slide qui parle du meublé? Parce que nos clients sont particulièrement attachés à louer de beaux sujets, de beaux objets, et ils ne veulent plus aujourd'hui se déplacer avec un mobilier qui ne correspondrait pas à l'esthétique et l'effort qui a été fait au niveau de l'architecture. Et ils ont plutôt à cœur de trouver un ensemble avec un mobilier qui est en raccord avec le style du logement. Et donc on a une forte demande sur le logement meublé haut de gamme, à des niveaux de prix que vous avez pu voir tout à l'heure. Hier, on me posait une question, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Moi, je dis simplement que cette année, nous avons reloué un sujet que nous arrivions à louer très facilement
lors des dernières années à 28 € du mètre carré boulevard des Belges, et que cette année, la contrainte de l'encadrement des loyers nous a obligés à le louer à 20 € du mètre carré. Je ne crois pas que ça ait libéré beaucoup plus de logements pour les foyers en difficulté. Je crois que ça a permis de laisser un petit peu plus de reste à vivre à notre client et qui finalement était très content de trouver ce loyer à 20 € du mètre carré au lieu de 28. Mais ça ne favorise pas pour autant l'augmentation et la disponibilité des logements, malheureusement. Je vous montre quelques sujets qui ont été vendus par Barnes-Sillon. Donc ici, nous sommes sur Saint-Didier au Mont-d'Or. Et on voit qu'on peut, sur Lyon, acheter des sujets tout à fait exceptionnels, puisque nous avons 392 mètres carrés, 4 chambres, pour un petit peu plus de 2 500 000 €. Ici, il s'agissait d'acquéreurs, et c'est assez rare pour le souligner, on avait mis cet exemple, de quelqu'un qui a acheté en société par action simplifiée. Ici, nous avons un très bel appartement à proximité de Bellecour, 244 mètres carrés, 3 chambres, également un petit peu plus de 2 millions d'euros. Donc on voit que ces enveloppes peuvent paraître effectivement conséquentes, mais on reste quand même sur des prix beaucoup plus accessibles par rapport aux grandes villes du reste du monde dont on a pu voir. Et c'est un Français qui en a fait l'acquisition, un industriel français. Ici, nous sommes sur le 6e arrondissement avec un appartement de 166 mètres carrés entièrement redécoré par un architecte de renom. Cet appartement s'est vendu à un petit peu plus de 1 500 000 € également à une cliente, là, cette fois-ci parisienne, qui venait célibataire et qui venait s'installer sur Lyon. Ici, nous sommes dans le 2e arrondissement, à nouveau avec une très belle vue sur le Vieux-Lyon. Vous apercevez cette vue que l'on voit au niveau des fenêtres. C'est un appartement qui, lui, était en dernier étage avec un garage. Donc là, on voit effectivement que le prix au mètre carré est un petit peu supérieur à ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Mais on en revient à ces sujets d'exception qui, dès lors de leur position, non seulement géographique, mais à l'intérieur de la copropriété, et c'est un véritable tableau, l'ensemble des fenêtres offrait une vue différente. Et donc cet appartement avait quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et notre client français, qui était un retraité des Monts d'Or, a vendu sa propriété dans les Monts d'Or et a racheté cet appartement en centre-ville. C'est une mobilité logique, plus d'enfants à charge. Et on vient se repositionner à proximité de tout ce qui est culture, commerce et qualité de vie. Ici, je vous emmène sur les hauteurs de Lyon, Lyon 5e, quartier Saint-Irénée, avec une vue absolument splendide. On domine tout Lyon. Nous étions là sur un appartement de 174 mètres carrés, 3 chambres, mais par contre avec une terrasse de 350 mètres carrés, avec piscine en verre et une vue tout à fait splendide. Donc là, effectivement, l'appartement s'est vendu à plus de 2 500 000 € pour 174 mètres carrés. Il y avait également 3 garages avec ce logement. Ici, on est très fiers d'avoir pu réaliser cette transaction. Je vois que cette maison fait sourire, elle rappelle peut-être un peu l'enfance. On était tombé sur des propriétaires qui avaient fait une belle rencontre avec Antilovag, et cette rencontre les a amenés à ce projet fou. C'est une construction qui a duré 5 ans. La maison est entièrement faite à la main. C'est une armature métallique et le ciment est projeté à la main, est aloché, et c'est une construction qui a pris 5 ans. Donc là, on n'est plus sur l'œuvre d'art, on est plus sur quelque chose qui était très difficile pour nous, agents immobiliers, d'évaluer. Et nous sommes tombés sur un acquéreur qui est en fait un fonds d'investissement qui a voulu effectivement intégrer cela dans son patrimoine plus comme une œuvre d'art que comme un bien. Et comme nos propriétaires étaient tellement amoureux de leur maison, ils ont pu en plus négocier 5 ans de jouissance supplémentaires. Donc comme c'était une société, eh bien finalement nous avons aussi chez Barnes cette capacité d'accompagner des gens sur des projets de vie et avec les différents services. Là en l'occurrence c'est une collaboration avec Barnes Viager. C'est pas un vrai viager, c'est un démembrement avec une date extinctive au terme de 5 ans où les propriétaires devront quitter leur maison. Ils étaient ravis de pouvoir encore jouir 5 ans de cette belle maison. Je vous emmène ici dans les Monts d'Or où là on retrouve 440 mètres carrés pour un petit peu plus de 2 millions d'euros, une clientèle française qui a acquis ce bien. Là on est dans l'ouest lyonnais, à Saint-Lin-de-Milune, très très belle maison ancienne, entièrement rénovée également avec architecte, 468
mètre carré avec un petit peu plus de 2 500 000 €, encore un Français. Et ce petit château, finalement, qui a été construit il n'y a pas si longtemps et qui faisait, lui, par contre, l'objet d'une grosse rénovation à venir. Il était vraiment dans son jeu, 440 mètres carrés, un petit peu plus de 2 millions d'euros. Et là, c'est aussi une société qui en a fait l'acquisition parce que la rénovation était très lourde. Voilà. On arrive sur des maisons de charme dans les Monts d'Or, plus de 600 mètres carrés, 10 chambres, et là on est à 2 millions d'euros. On voit que dès qu'on s'éloigne un tout petit peu de Lyon, on a des sujets tout à fait exceptionnels. Vous êtes à 20 minutes de Lyon, alors je ne vous parle pas au moment des bouchons, mais en journée. Et là, on a effectivement un très bel achat qui s'est fait. Et cette propriété va être divisée parce qu'elle était très grande et que ça ne répond plus aujourd'hui au cahier des charges d'un particulier. Et donc, elle va être divisée en plusieurs logements. Voilà. Oui, on va peut-être laisser la place aux questions. Si vous avez des questions, je peux vous laisser la parole. Après, sur les perspectives de Lyon pour 2023, justement, si on a parlé beaucoup de... Alors sur les perspectives, on voit que les gens continuent à se manifester en grand nombre. Sur la partie technique bancaire. Si aujourd'hui la réglementation évolue, si le gouverneur de la Banque de France arrive à avoir un nouvel mode de calcul sur le taux d'usure et que ce taux d'usure n'est plus calculé sur les 3 mois mais sur seulement 1 mois, on va libérer des lignes de crédit. La décision devait être cette semaine, on me dit que ça y est, c'est fait. Donc ça va libérer des lignes de crédit. On a un problème technique, on n'a pas un problème d'intention aujourd'hui de faire de l'immobilier, de placer dans l'immobilier. Et ça, c'est un vrai point bloquant aujourd'hui. Mais si on libère ces lignes de crédit, tout à l'heure Yann disait qu'aux États-Unis, les gens veulent acheter tout en empruntant à 7%. Vous voyez que j'ai une barbe blanche, donc ça fait longtemps que je fais de l'immobilier. On a emprunté aussi en France à ces taux-là. Et je me rappelle qu'il y a de cela 16-17 ans, nous étions aussi très proches de 4%. Ça n'empêchait pas les projets de se réaliser. On a une inflation qui est à 6-7%, donc même si on emprunte aujourd'hui à 3 ou 4%, je pense que nos clients continueraient à investir massivement. Donc c'est plus pour moi une perspective qui va être liée à ces problèmes techniques bancaires qu'un problème d'intention. Voilà, il n'y a pas de... Alors au niveau des prix, oui, vous avez raison de le remarquer, les prix sont stagnants. On a observé sur le dernier trimestre une négociation qui était un petit peu plus forte. Je ne sais pas si c'était dû sur des biens qui eux-mêmes avaient été surévalués. En tous les cas, c'est la tendance du dernier trimestre. Ce que vous avez pu voir depuis 3 ans, c'est un marché très stable, mais je ne crois pas non plus à... Alors si un marché était complètement bloqué et complètement attentiste, peut-être que dans 6 mois ou 7 mois, je vous dirais autrement les choses, mais si le marché se libère dans le trimestre, il n'y a pas de raison que les prix baissent. Plutôt, il y a une vraie tendance à ce que les prix se consolident. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Eh bien, en tous les cas, merci d'être venu jusqu'à nous et merci à Thibault de Saint-Vincent de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le...